Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin d'Af Chaf Aleph Amud Aleph. Nous sommes à la 4e ligne. Dans le cours précédent, nous avons parlé de celui qui vend son champ ancestral, de celui qui consacre son champ ancestral et de celui qui vend sa maison dans une ville fortifiée. Et nous avons appris en conséquence quelles vont être les lois. Lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui a vendu son champ ancestral, eh bien, il peut le racheter après 2 ans. C'est-à-dire que les 2 premières années, il ne peut pas le racheter. Et uniquement après, il va pouvoir le racheter jusqu'au Yovel, jusqu'à la 50e année. Et si il n'a pas racheté à la 50e année, quoi qu'il arrive, ça lui reviendra, le champ reviendra chez lui, vu que c'est un champ ancestral. Puis, en ce qui concerne celui qui a consacré son champ, lui, il pourra le racheter tant que le trésorier n'a pas vendu son champ. Mais s'il n'a pas racheté son champ avant le Yovel, dans ces cas-là, le champ va rester au Beth Hamikdash, au temple, de manière plus précise. Mitralek et la Kohanim, ça va être partagé au Kohanim lorsque ça arrive l'année du Yovel. En ce qui concerne celui qui a vendu sa maison dans une ville fortifiée, il a la possibilité de racheter sa maison pendant la première année, et une fois que la première année est passée, il ne peut plus racheter sa maison. On avait appris dans le cours précédent un Kal Vachomer qui est très important de revoir maintenant pour pouvoir comprendre la suite. Avant de dire le Kal Vachomer, dire le verset, pourquoi on a eu besoin d'arriver de nous dire ce Kal Vachomer. C'est-à-dire, le Magdish Tzadeu, celui qui a consacré son champ ancestral, il a la possibilité d'emprunter de l'argent pour pouvoir racheter son champ. Il a aussi la possibilité de racheter son champ partiellement, pas entièrement. Contrairement à celui qui vend son champ ancestral, il ne peut pas emprunter de l'argent pour le racheter. Il ne peut pas le racheter partiellement non plus. De même, en ce qui concerne celui qui vend sa maison dans une ville fortifiée, on avait appris que d'après Rabbanan, d'après les sages, donc il n'y a pas la possibilité, ce qui nous intéresse, on va parler aujourd'hui que d'après Rabbanan, je dis Rabbanan parce que ceux qui ne seront pas peut-être Rabbi Shimon seront embrouillés, mais on a appris donc d'après Rabbanan qu'il n'y a pas de possibilité qu'il va emprunter de l'argent pour racheter sa maison dans la ville fortifiée, il n'y a pas la possibilité qu'il rachète partiellement sa maison. On avait donné l'exemple, s'il y a 200 mètres carrés, il n'y a pas la possibilité, donc il va racheter seulement 100 mètres carrés de sa maison. Donc ça, c'est tout ce qu'on avait vu, c'est juste des lois que nous avons vues. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'on a ramené un verset pour nous dire que le Magdish Tzadeu, celui qui consacre son champ, lui, il a la possibilité de racheter son champ à moitié, et il a la possibilité aussi d'emprunter de l'argent pour racheter son champ. Et la Gemara, elle avait dit, il faut un Kal Vachomer. S'il n'y avait pas eu ce verset-là, que Gaol Igal, je n'ai pas encore dit le verset, Gaol Igal, duquel on apprend que toutes sortes de Géoula, toutes sortes de rachats peuvent s'appliquer au Magdish Tzadeu, celui qui a consacré son champ. Et la Gemara avait dit que s'il n'y avait pas eu le verset Gaol Igal, on aurait dit, il n'a pas la possibilité de racheter à moitié. Il n'a pas la possibilité d'emprunter de l'argent et de racheter le champ qu'il a consacré. Pourquoi on aurait dit ça? Parce qu'on aurait fait un Kal Vachomer. Dans un Kal Vachomer, on a ce qui est Kal et ce qui est Chomer. On a ce qui est léger, ce qui est Achamour, ce qui est strict. Et on va dire, si déjà, dans celui qui est fort, il a une si grande force et pourtant il a une certaine faiblesse, alors celui qui est faible, c'est sûr qu'il a telle et telle faiblesse. Donc on avait dit comme ça, on avait dit, si déjà celui qui vend son champ ancestral, que lui, il a une force. C'est quoi la force qu'il a? C'est quoi le pouvoir qu'il a? C'est quoi qu'il arrive? Son champ va lui revenir lorsque ça va arriver à la 50e année. Et pourtant, lui, il n'a pas le droit d'emprunter de l'argent pour racheter. Et il n'a pas le droit de racheter son champ à moitié. Alors celui qu'on avait dit « Hura Koro », langage de Ra, mauvaise. Donc on avait traduit par restreint, que son pouvoir il est restreint. Le Magdish Tzadeu, celui qui a consacré son champ, il a un pouvoir qui est restreint. Parce que lui, à la 50e année, s'il n'a pas racheté son champ avant, à la 50e année, son champ partira de chez lui. Mitralek et la Kohanim, ça ira chez les Kohanim. Alors celui-là, que Hura Koro, celui qui est faible, c'est sûr et certain qu'il a aussi la faiblesse de celui qui est fort. La faiblesse de celui qui est fort, donc celui qui vend son champ ancestral, que lui, il a la faiblesse
qui ne peut pas le racheter à moitié, ne peut pas emprunter de l'argent, on aurait dit, c'est sûr et certain, il en est de même aussi pour celui qui a consacré son champ, que lui, il est faible, et ça, il a déjà un pouvoir qui est restreint, que ça va pas lui revenir, son champ ancestral va pas lui revenir à la 50e année. Lui, c'est sûr et certain qu'il ne pourra pas emprunter de l'argent et il ne pourra pas donc racheter son champ à moitié. Ça, c'est le Kal Vachomer qu'on aurait pu dire. C'est la raison pour laquelle on a besoin du verset Gaol Igal. Pour te dire, non, quand même, sache que celui qui a consacré son champ, on dit Gaol Igal, il a la possibilité de racheter sous toute forme de rachat, même en empruntant de l'argent, même en rachetant à moitié. Sur ça, la Gemara avait dit, la Braïta avait dit, tu me ramènes un Kal Vachomer, mais à l'instant, ce Kal Vachomer là, il peut être cassé. Pourquoi? Tu me dis, tu as mis celui qui a vendu son champ une position qui est forte et celui qui a consacré son champ une position qui est faible. Mais un instant, regarde, celui qui vend son champ, il a une position de faiblesse. La position de faiblesse est qu'il ne peut pas racheter son champ les 2 premières années. Il pourra acheter son champ uniquement après que sont déjà passés 2 ans. Tandis que celui qui a consacré son champ, il peut le racheter tout de suite. Donc, qu'est-ce que tu vois ici? Tu vois que celui qui a consacré son champ, il a une force, un pouvoir que celui qui a vendu son champ, on n'a pas. Celui qui a consacré son champ peut tout de suite racheter le champ. Vu qu'il peut tout de suite racheter le champ, alors tu peux dire, voilà, lui, il a une force. Vu qu'il a une force, alors il a aussi la possibilité de racheter le champ à moitié et d'emprunter pour racheter de l'argent, pour racheter son champ. Et sur ça, la Braïta, elle a dit non. C'est pas parce que le Magdish, celui qui a consacré son champ, il a la possibilité de le racheter tout de suite. Ce n'est pas une preuve pour dire que ça va entraîner qu'il pourra emprunter de l'argent ou bien racheter son champ à moitié. Pourquoi? La preuve, elle est que... Donc, avant de continuer à la preuve, si on maintient cette question sur le Kal Vachomer, on va arriver à une conclusion qu'en effet, le Magdish Sadeu peut oui racheter son champ à moitié et peut oui emprunter de l'argent et racheter. Et donc dans ces cas-là, il n'y a pas besoin du verset de Gaol Igal qui dit donc il va faire toutes sortes de rachats. Je peux l'apprendre ça par un Kal Vachomer, donc je n'ai pas besoin d'un verset. C'est pour ça la Braïta dit non, j'ai besoin du verset Gaol Igal. Pourquoi? Parce que sans ça, j'aurais pas pu déduire du fait que le Magdish Sadeu, il a une force qu'il peut racheter tout de suite. Et on aurait dit en conséquence que c'est la raison pour laquelle il peut racheter à moitié ou il peut emprunter de l'argent. Je ne vais pas dire ça. Pourquoi je ne dirais pas ça? Parce que je vais dire, regarde, dans celui qui a vendu une maison dans une ville fortifiée, que lui, il n'a pas la possibilité d'emprunter pour racheter sa maison et il n'a pas la possibilité d'emprunter de l'argent, de racheter à moitié, d'emprunter de l'argent pour racheter sa maison. Preuve que c'est pas parce que tu peux racheter tout de suite. Celui qui a vendu sa maison fortifiée peut la racheter tout de suite dans la première année, mais pourtant, c'est pas ça qui fait qu'il va pouvoir emprunter de l'argent, qu'il va pouvoir racheter à moitié. Donc, c'est la raison pour laquelle qu'on a besoin d'un verset clair dans le Magdish Sadeu, dans celui qui consacre son champ, pour nous dire, sache, le Magdish Sadeu, c'est une exception. La Torah, elle te dit clairement, chez lui uniquement, Gaol Igal, qui peut le racheter de toutes sortes de manières, ce qui n'est pas le cas pour les autres personnes. Et comme on l'avait vu dans le premier Rashi de cette page, l'opinion de Rabbanan, donc il disait que si la Torah n'a pas dit clairement qu'on peut racheter sous toutes sortes de formes, on ne va pas déduire qu'on peut racheter sous toutes sortes de formes en empruntant de l'argent, etc. Parce qu'en effet, les Rabbanan, ils déduisent celui qui a vendu sa maison dans une ville fortifiée, ils déduisent du Sdeachouza, du champ ancestral, que de la même manière que dans le champ ancestral, la personne n'a pas la possibilité d'emprunter de l'argent pour racheter son champ ancestral. Et la personne n'a pas la possibilité de racheter son champ à moitié. Il en est de même aussi en ce qui concerne celui qui a vendu sa maison dans une ville fortifiée, qui n'a pas la possibilité, il n'a pas la permission d'emprunter de l'argent pour racheter sa maison, il n'a pas la possibilité, il n'a pas la permission de racheter sa maison partiellement. Donc jusqu'à là, c'est ce qu'on avait vu dans la Gemara avant. Aujourd'hui, nous allons continuer sur ça. Dans la Gemara avant, dans le cours précédent, ce n'était pas les derniers mots de la Gemara avant, on a vu ça dans le cours précédent. Aujourd'hui, on va voir la question qui a été demandée sur ça. Après tout ce raisonnement-là, on a eu 3 étapes pour l'instant. On a eu le Kal Vachomer,
on a eu une objection sur le Kal Vachomer, et à nouveau le Kal Vachomer a été remis. Maintenant, on va demander une question sur cette manière de réfléchir sur le Kal Vachomer, qu'on a dit, tu sais quoi, tu vas déduire, regarde ce qui se passe dans celui qui a vendu sa maison fortifiée, et de là tu en déduis pour le Magdish Tadeo. On avait dit, la conclusion c'était de la même manière que celui qui a vendu sa maison dans une ville fortifiée, il peut racheter la première année, et pourtant il ne peut pas emprunter de l'argent pour la racheter, et il ne peut pas racheter à moitié. De la même manière aussi, celui qui est Magdish Tadeo, celui qui a consacré son champ, eh bien, il ne peut pas, bien qu'il peut le racheter tout de suite, mais il ne pourra pas emprunter pour racheter, il ne pourra pas racheter à moitié. C'est la raison pour laquelle on a besoin du verset Gaol Igal. Mais la Gemara dit non. Amar le Ravacha berede Rava le Ravashi, la quatrième ligne de Chafalef Amoudal, Ravacha, il a dit, fils de Rava, il a dit Ravashi, Ika le Mivrach. On peut demander une question. J'ai oublié de dire d'abord, il y a Siman, il y a un signe, donc mémotechnique pour se rappeler donc, de ceux qui vont parler dans la suite. On a Charash, Chavash, Ezman. Donc Charash ou Cheresh peut-être, c'est Rav Acha. Donc le Che de Rav Acha, c'est le Chet de Charash. Fils de Rava, c'est le Resh. Et qui a demandé à Rav Ashi, donc c'est le Shin. Donc Acha, Rava, Ashi. Donc c'est ce qui fait Charash ou Cheresh. Puis on a Chavash. Chavash, donc c'est Rav Acha, Sava, qui va dire à Rav Ashi. Donc on a le Acha, Sava et Rav Ashi, donc c'est Chavash. Et après on a le Zman. Zman, c'est Marzoutra, qui va, fils de Rav Mari, qui va demander à Ravina. Donc ça fera le Zman. Alors, voyons la première question. Ah, Mar le Ravacha berede Rava le Ravashi, Kalemi frère. Il dit, on peut demander une question sur le Kal Vachomer, comme il a été dit. Mal le Mocher Bayit bebater Choma, sheken hura kochol igal olam. Toi, tu veux me dire, on va déduire de celui qui a vendu sa maison dans une ville fortifiée pour celui qui a consacré son champ. Ils sont incomparables. Celui qui vend sa maison dans une ville fortifiée, lui, il a une faiblesse qui ne peut pas racheter sa maison à l'éternité. Il peut la racheter seulement la première année. Comme Rashi nous dit, Ikal Mifrach, on peut demander une question, Behamat Nitin, dans cette braïta de Hatzrachra, qu'on a dit, la braïta a dit, on a besoin d'un verset, du verset Gaol, Igal, le Magdish, pour celui qui a consacré son champ, pour nous dire chez Yilve Yigal, qu'il a le droit d'emprunter de l'argent et racheter son champ qu'il a consacré. Alors, on peut demander sur ça, on peut demander. On a dit la raison elle est pourquoi on a besoin du verset, parce que sinon on aurait fait la déduction du din, de la loi, donc de celui qui a vendu une maison dans une ville fortifiée, qui n'a pas le droit d'emprunter et de racheter. Mais justement, sur ça, il demande, toujours sur le texte de Rashi, Ravacha demande à Ravashi, il dit, mais comment tu peux comparer celui qui a vendu une maison dans une ville fortifiée, il a une faiblesse, qui n'a pas la possibilité de racheter sa maison à l'éternité. Quand il y a l'éternité ici, ça veut dire à partir Mishana Rishona Ve'elach, à partir de la première année, après la première année, Mishana Rishona Ve'elach, après, qu'une fois que la première année est passée, car quand on a dit, celui qui a vendu sa maison dans une ville fortifiée, il peut la racheter seulement la première année, non pas après. Donc ça, c'est la question qu'on pourrait dire. Donc comment, dans ces cas-là, comment Tomar ben Magdish chez Yupa Kochol Igal Olam, tu veux le comparer à celui qui a consacré son champ? Celui qui a consacré son champ n'est pas comme celui qui a vendu sa maison dans une ville fortifiée. Celui qui a consacré son champ, il a la possibilité de le racheter les Olam. Quand on dit les Olam à l'éternité, ça veut dire à tout moment jusqu'au Yovel. Comme Rashi nous explique, Tomar ben Magdish chez Yupa Kochol Igal Olam. Est-ce que tu veux déduire de celui qui a vendu sa maison dans une ville fortifiée pour celui qui a sanctifié et consacré son champ, que lui, il a la possibilité de le racheter jusqu'au Yovel. Léolamo chez Yovel. Alors, comment c'est possible qu'il va le racheter jusqu'au Yovel? Et on a appris avant que si le Kohen, si le Gizbar, le trésorier, il a vendu ce champ qui a été consacré, eh bien, celui qui a consacré ne peut plus le racheter. Alors, Rashi nous dit, oui, il a la possibilité de racheter jusqu'au Yovel. Im lo mechara Gizbar, si le trésorier du temple n'a pas vendu le champ qui a été consacré jusqu'au Yovel, et jusqu'au Yovel, celui qui l'a consacré, il a encore la possibilité de racheter. Car son champ ne sera pas partagé au Kohanim tant que le Yovel n'est pas arrivé. Mais jusqu'au Yovel, il a la possibilité de le racheter du temple. Encore une fois, je souligne qu'il peut le racheter du temple. C'est pas important pour la suite, mais ça vaut juste pour savoir la lacha. On a déjà appris dans le passé.
celui qui a consacré son champ, il a la possibilité de le racheter tant que le trésorier ne l'a pas vendu. Non, si le trésorier ne l'a pas vendu, on est en train de parler de la Gemara, que celui qui a consacré son champ, il a la possibilité de le racheter jusqu'au Yovel. C'est-à-dire, si le trésorier ne l'a pas vendu jusqu'au Yovel. Si le trésorier l'a vendu avant le Yovel, en effet, et il ne pourra plus le racheter. Mais en tout cas, l'idée, théoriquement, c'est qu'il peut le racheter jusqu'au Yovel. Tandis que celui qui a vendu sa maison dans une ville fortifiée, il a 1 an pour le racheter, et après ça, il ne peut plus le racheter. Donc la question de Rav Acha à Rav Ashi est la suivante. Nous, on a voulu comparer en disant, regarde, celui qui a vendu sa maison dans une ville fortifiée, il n'a pas la possibilité d'emprunter de l'argent pour racheter sa maison. Il n'a pas la possibilité de racheter sa maison à moitié. Alors, on ne va pas déduire pour celui qui a consacré son champ, qui pourra lui le racheter à moitié, ou bien qui pourra emprunter. Non, parce qu'on va dire la même chose. Regarde, de la même manière que celui qui a consacré son champ, il a la possibilité de le racheter tout de suite. De la même manière que celui qui a vendu sa maison, il a la possibilité de la racheter tout de suite, mais il n'a pas le droit d'emprunter, il n'a pas le droit d'acheter à moitié. De la même manière aussi, celui qui magdish zado, celui qui consacre son champ, n'a pas la possibilité, bien qu'il peut le racheter tout de suite, mais quand même, il n'a pas la possibilité d'emprunter de l'argent, de racheter à moitié. Sur ça, Rav Acha, il demande, mais non, comment qu'on parlait de celui qui a consacré, celui qui a vendu sa maison dans une ville fortifiée, celui qui a consacré son champ, c'est 2 choses différentes. Celui qui a consacré son champ, il peut le racheter jusqu'au Yovel. Celui qui a vendu sa maison, il peut seulement racheter la première année, donc c'est incomparable. Alors, la réponse, pour l'instant, elle va être la suivante. Amar le Rav Acha le Rav Ashi. Rav Acha, il a dit à Rav Ashi. La raison, elle est... C'est pas une question ce que tu demandes. Pourquoi? Parce qu'on peut dire Neheidar Dina. On peut dire que l'argumentation va être répétée. Est-ce qu'il y a un Rashi? Non. Comment on va apprendre ça? Teite b'ma'atzad. On va apprendre cela, on va déduire ça dans le raisonnement qui s'appelle Ma'atzad. Ma'atzad, c'est on va voir un point commun qu'il y a entre 2 choses. C'est-à-dire, nous avons d'un côté... Nous avons le Mocher Sde Achouza, celui qui a vendu son champ ancestral. Lui, Yochiach, lui, il va prouver. Tu me demandes une question, tu me dis, tiens, lui, il a telle faiblesse, l'autre faiblesse. On va essayer de réfléchir ensemble. Est-ce que c'est telle faiblesse ou telle force, tel pouvoir qui fait les conséquences de telle et telle chose? Nous, ce qu'on cherche à savoir, c'est celui dont il y a la possibilité, est-ce qu'il y a la possibilité d'emprunter de l'argent et de racheter, et est-ce qu'il y a la possibilité de racheter à moitié? Et pour cela, donc, on essaye de faire une déduction de l'un ou de l'autre. Ah, très bien. Nous, on est en train de... En l'occurrence, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est celui qui est magdish, donc celui qui est en train de consacrer son champ. Alors, celui qui consacre son champ, est-ce qu'il peut racheter? Est-ce qu'il peut emprunter de l'argent pour racheter? Ou est-ce qu'il peut racheter à moitié? On va regarder d'autres. Regarde. Mocher Sde Achouza, celui qui vend son champ ancestral, Yochiach, il va prouver que l'incapacité de racheter jusqu'au Yovel, c'est pas ça qui lie à l'interdiction de racheter avec de l'argent emprunté ou par moitié. Pourquoi? Parce que chez Yupa Kocholigal Olam, celui qui vend son champ ancestral, il a la possibilité, donc il a une force qui est très forte, Yupa Kocho, son pouvoir a été accru. Donc il a la possibilité de racheter à tout moment. Il peut le racheter jusqu'au Yovel, son champ ancestral. Et pourtant, Ven Love ve Goel, il n'a pas le droit d'emprunter de l'argent pour acheter son champ ancestral. De même, il n'a pas le droit de Vegoel Achatzaim, de racheter par moitié. Donc, qu'est-ce que tu vois ici? Que même lorsque quelqu'un, donc il a la force donc, de racheter jusqu'au Yovel, c'est pas pour cela qu'il a une possibilité. Et pourtant, bien qu'il a cette force-là, quand même, il n'a pas le droit donc d'emprunter de l'argent et de racheter à moitié. Donc, je vais dire la même chose aussi pour le Magdish. C'est Achouza, celui donc, qui a consacré un champ ancestral, que lui aussi, il ne peut pas racheter à moitié ou bien il ne peut pas emprunter de l'argent et racheter. Ah, et tu vas me demander, mais un instant, mais comment tu peux comparer avec le Magdish Sadeo, celui qui consacre son champ avec celui qui a vendu son champ? Mais un instant, celui qui a vendu son champ ancestral, lui, il a une certaine faiblesse. Sa faiblesse, elle est qu'il est restreint. Il ne peut pas racheter son champ immédiatement. Ah, peut-être, vu qu'il ne peut pas racheter son champ immédiatement, c'est ça qui fait une conséquence qu'il ne peut pas emprunter de l'argent pour acheter son champ, qu'il ne peut pas racheter son champ à moitié. C'est peut-être la raison pour laquelle il ne peut pas racheter son champ à moitié. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas racheter tout de suite, vu qu'il a cette faiblesse-là
qu'il ne peut pas racheter son champ tout de suite. C'est la raison pour laquelle qu'il ne peut pas racheter à moitié. C'est la raison pour laquelle qu'il ne peut pas emprunter de l'argent. Alors comment tu veux me ramener une preuve du mocher d'achuz, celui qui vend son champ ancestral, pour celui qui est magish d'achuz, celui qui consacre son champ ancestral? Tu vas demander cette question-là. Eh bien, je vais te dire, regarde, voyons un autre cas. Mocher bay de bat arechoma, celui qui a vendu sa maison dans une ville fortifiée. Lui, Yochiach, lui, il va prouver que l'incapacité du rachat durant les 2 premières années, donc du champ ancestral, c'est pas lié au fait qu'il ne peut pas racheter, celui qui a vendu son champ ancestral, il ne peut pas racheter les 2 premières années, c'est pas lié au fait, c'est pas en conséquence de cela qu'il ne peut pas emprunter de l'argent pour racheter, et c'est pas en conséquence de cela qui ne peut pas racheter à moitié. Ça n'a pas de rapport, ça n'a aucun rapport. Pourquoi? Parce que celui qui a vendu sa maison dans une ville fortifiée, lui, est-ce qu'il a la possibilité d'acheter à l'éternité? Non. Est-ce que lui, il a cette faiblesse-là de ne pas pouvoir racheter tout de suite? Non, il n'a pas cette faiblesse-là. Il peut le racheter tout de suite. Et pourtant, lui, il n'a pas le droit d'emprunter pour racheter. Lui, il n'a pas le droit de racheter à moitié. Donc, on répète. On a ici, ce qu'on cherche à savoir ici, c'est le Magdish de Achouza, celui qui a consacré un champ ancestral. Est-ce qu'il a le droit d'emprunter de l'argent pour le racheter? Et est-ce qu'il a le droit de le racheter à moitié? Alors, il faut trouver donc d'autres cas et essayer de les mettre en ressemblance. Alors, en première étape, on dit, eh bien, voyons celui qui a vendu le champ ancestral, qui ressemble à celui qui a consacré le champ ancestral. Et on va dire de la même manière que celui qui a vendu le champ ancestral, lui, il ne peut pas emprunter de l'argent et il ne peut pas racheter à moitié. De la même manière aussi, celui qui consacre le champ ancestral, il ne pourra pas emprunter et pour racheter, il ne pourra pas racheter à moitié. Mais on va te dire un instant, comment tu peux comparer les deux? Celui qui a vendu le champ ancestral, il a une faiblesse. La faiblesse qu'il a, c'est qu'il ne peut pas racheter tout de suite. Il doit attendre 2 ans avant de le racheter. C'est peut-être pour cela la raison pour laquelle qu'il ne peut pas emprunter de l'argent pour le racheter et qu'il ne peut pas le racheter à moitié. La Gemara te dit non. Regarde, celui qui a vendu sa maison dans une ville fortifiée, lui, il peut racheter tout de suite. Pourtant, bien qu'il peut racheter tout de suite, il n'a pas cette force-là de pouvoir emprunter de l'argent pour racheter sa maison ou bien racheter sa maison à moitié. C'est une preuve que ce n'est pas le fait de pouvoir le racheter tout de suite ou ne pas le racheter tout de suite qui est lié avec si je peux emprunter pour racheter ma maison ou bien est-ce que je peux racheter ma maison, racheter le champ à moitié. Ça n'a aucun rapport parce que la preuve, c'est que tu vois, celui qui a vendu son champ ancestral, lui n'a pas la possibilité de le racheter dans les 2 premières années. Et pourtant, la Torah dit, il n'a pas le droit d'emprunter de l'argent pour le racheter et il n'a pas le droit de racheter à moitié. Et tu vois que celui qui a, oui, la possibilité de racheter sa maison la première année, quand il a vendu sa maison dans une ville fortifiée, pourtant, lui aussi, la Torah dit, il n'a pas le droit d'emprunter pour racheter et il n'a pas le droit de le racheter à moitié. Alors, maintenant, Chazaradin, l'argumentation va se répéter. On va revenir encore une fois à notre point de départ. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le mocher, avec le magish, celui qui a vendu son champ ancestral? Tu veux le comparer à l'un, tu veux le comparer à l'autre. Donc, on va retourner à l'argument de Ravacha, qui a dit que la maison dans la ville fortifiée, elle ne peut pas servir de preuve parce que le pouvoir de la racheter, elle est limité à la première année. Alors, qu'est-ce que tu vas arriver finalement à dire? L'oreisé kérisé. La nature de celui-ci n'est pas comme la nature de celui-là. C'est-à-dire celui qui vend son champ ancestral, celui qui vend une maison dans la ville fortifiée, chacun, ils ont d'autres restrictions que l'un et l'autre non pas. Chacun a ses restrictions. Lui, celui qui a vendu son champ ancestral, lui, il n'a pas la possibilité de racheter les 2 premières années, mais il peut le racheter après. Celui qui a vendu sa maison dans une ville fortifiée, il a la possibilité de racheter la première année, il n'a pas la possibilité de racheter après. Donc chacun, il a une nature qui est différente. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le Bameh Hatzad. Bameh Hatzad, c'est le point commun qu'il y a entre celui qui vend son champ ancestral et celui qui vend sa maison dans une ville fortifiée. Le point commun entre les deux, Hatzad Hashav et Shebam Shenigalim, les deux, ils peuvent être rachetés. De toute façon, qui sont rachetés, c'est un point commun. Les deux, on peut les racheter. Et encore un point commun dans les deux, bien qu'on peut les racheter, les deux, et celui qui vend son champ ancestral et celui qui a vendu sa maison dans une ville fortifiée, les deux n'ont pas la possibilité d'emprunter de l'argent pour racheter, que ce soit le champ ancestral ou la maison dans la ville fortifiée. Et de même, les deux n'ont pas la possibilité de racheter à moitié. Il n'a pas la possibilité de racheter
à moitié le champ ancestral qu'il a vendu, il n'a pas la possibilité de racheter une partie de la maison qu'il a vendue dans la ville fortifiée. Alors, c'est le Bameatzad, c'est le point commun que les deux ils ont. Bien, encore une fois, bien que l'homme, bien que les lois, les restrictions qu'il y a sur celui qui vend son champ ancestral et celui qui vend sa maison dans une ville fortifiée ne sont pas les mêmes. Mais bien qu'ils ne sont pas les mêmes, ils ont un point commun. Un point commun qu'ils peuvent racheter. Et dans le rachat, quand ils rachètent, ils ne peuvent pas racheter à moitié et ils ne peuvent pas emprunter pour racheter. Alors, Afan Yavi Magdish, moi aussi, je vais inclure dans cette règle-là aussi celui qui consacre son champ ancestral. Chez Nigal, qui peut être racheté. Et comment il peut être racheté? Je veux dire, de la même manière, il peut être racheté de la même manière, avec les mêmes règles, les mêmes conditions de celui qui a vendu son champ ancestral et celui qui a vendu sa maison dans une ville fortifiée. Que quoi? Que Ven Love Vegoel Achatzain. De même, je vais déduire aussi donc pour celui qui a consacré son champ ancestral, qui n'a pas la possibilité d'emprunter de l'argent pour racheter le champ ancestral qu'il a consacré. Il n'a pas la possibilité de racheter son champ ancestral par moitié. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin du verset de Gaol légal pour ne pas perdre le fil. Parce que toute la braïta qu'on avait vue dans le cours précédent, qu'on a ramené en introduction aujourd'hui, et qu'on a continué à discuter avec la question de Ravacha, la braïta là-bas, donc, avant la question de Ravacha, c'était pour nous dire qu'on a besoin du verset Gaol légal. Pourquoi on a besoin du verset Gaol légal? Parce que sans ce verset-là, j'aurais fait un Kalvachomer. J'aurais dit, si, déjà, donc on ne va pas refaire maintenant le Kalvachomer, donc j'aurais déduit, par ailleurs, qu'il y a oui la possibilité, le Magdish, celui qui a consacré son champ, il n'a pas le droit de le racheter à moitié, il n'a pas le droit d'emprunter de l'argent. C'est pour ça que j'ai besoin du verset de Gaol légal qui nous dit, non, sache que toutes sortes de rachats sont bonnes. Sur ça, on avait vu aujourd'hui, dans le cours d'aujourd'hui, on a vu la question de Ravacha, il dit, mais finalement, là-bas, le Kalvachom, elle était basée sur une maison dans une ville fortifiée, mais le Magdish Tadeo, celui qui consacre son champ, donc n'est pas comparable avec celui qui a vendu sa maison dans une ville fortifiée. Et sur ça, on a répondu, on a dit, on a quand même besoin donc, du verset. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu, oui, maintenir ce Kalvachomer. Comment? En faisant un Bemeatzad, en disant, tu sais quoi? Je vais prendre aussi bien celui qui a vendu son champ dans la ville ancestrale, aussi bien celui qui a vendu sa maison dans une ville fortifiée. Je vais prendre le point commun qui est dans les deux, et je vais l'appliquer aussi pour celui qui a consacré son champ. Et dans ces cas-là, la conclusion serait que celui qui a consacré son champ n'a pas la possibilité d'emprunter de l'argent et il n'a pas pour racheter son champ qu'il a consacré et il n'a pas la possibilité de racheter son champ qu'il a consacré à moitié. C'est la raison pour laquelle on a besoin du verset de Gaol légal. Rashi, Moches de Achuza Yochiachulu Leolam, quand il dit Leolam, donc Ada Yovel, donc jusque Yovel il a la possibilité de racheter son champ ancestral, ou bah Yovel Choser et Blopidion, lorsque ça arrive donc le Yovel, elle revient chez le propriétaire sans qu'il a besoin de la racheter. Afan Yavi Magdish, donc la conclusion du Bameatzad que on était en arrivée, donc c'était en disant je vais inclure aussi le Magdish, celui qui a consacré son champ ancestral, les filles, c'est la raison pour laquelle, que vu que je risquais de faire ce faux enseignement en faisant un Bameatzad, déduire que celui qui a consacré son champ ne peut pas le racheter à moitié, ne peut pas emprunter de l'argent pour le racheter, c'est la raison pour laquelle les filles, Gaol Igal, c'est la raison pour laquelle on a besoin du verset Gaol Igal pour dire toutes sortes de Géoula, toutes sortes de rachats. L'homme a pour nous dire chez Love et Goel qu'il a la possibilité d'emprunter et de racheter. Alors, même ça, la Gemara demande une question sur ça. Elle dit non, il y a un problème sur ce Bameatzad aussi qu'on veut déduire, qu'on aurait pu déduire. Donc par ce Bameatzad, c'est pas juste, ça tient pas. Tu m'as dit que s'il n'y aurait pas eu le verset de Gaol Igal, donc il y a toutes sortes de rachats dans le Magdish Tadeo, celui qui consacre son champ, qui a toutes sortes de manières de racheter. Gaol Igal, plusieurs Géolotes aussi bien. Donc il emprunte de l'argent aussi bien qu'il peut racheter à moitié. S'il n'y a pas eu ce verset-là, j'aurais déduit de celui qui vend son champ ancestral et de celui qui vend sa maison dans une ville fortifiée. Mais il y a un problème. Amar le Marzoutra, bre de Ravmar et le Ravina. Marzoutra, fils de Ravmar, il a dit à Ravina, mais il calme frère. On peut demander une question. Tu m'as fait un tzad achavé, un point commun comme ça entre celui qui vend son champ ancestral et celui qui vend sa maison dans une ville fortifiée. Mais malade tzad achavé shebahem. Comment tu peux comparer? Donc les deux, Shekan Hura Kocham, les deux, ils ont une faiblesse. Aussi bien celui qui a vendu son champ ancestral, aussi bien celui qui a vendu sa maison dans une ville fortifiée. Les deux, ils ont une faiblesse. Que quoi? Que l'igal beshana shnia. Ils ont une faiblesse, ils ont un pouvoir restreint qui ne peuvent pas le racheter la deuxième année. Celui qui a vendu son champ ancestral, il doit attendre 2 ans pour le racheter.
Donc, dans la deuxième année, il ne peut pas racheter son champ. Celui qui a vendu sa maison dans une ville fortifiée, il peut la racheter sur la première année. Donc la deuxième année, il ne peut pas racheter son champ. La troisième aussi, mais la deuxième aussi. Dans la deuxième, il y a un point commun d'une faiblesse qui s'applique spécialement dans celui qui vend son champ ancestral et dans celui qui a vendu sa maison dans une ville fortifiée. Les deux, la deuxième année, ils ne peuvent pas racheter. Donc c'est peut-être cette faiblesse-là, vu que la deuxième année, ils ne peuvent pas racheter leur champ. Leur champ ou leur maison, c'est la raison pour laquelle qu'ils ne peuvent pas emprunter de l'argent pour racheter la maison ou le champ. Et c'est la raison pour laquelle aussi qu'ils ne peuvent pas racheter à moitié la maison ou le champ. Donc c'est peut-être à cause de cette faiblesse-là. Donc Tamar ben Magdish, tu veux déduire pour le Magdish, pour celui qui a consacré son champ. Mais celui qui a consacré son champ, il n'a pas cette faiblesse-là chez Yupa Kocholigal Beshashnia. Celui qui a consacré son champ, il a oui la possibilité de le racheter la deuxième année. Encore une fois, comme on a dit tout à l'heure, évidemment, si le trésorier ne l'a pas encore vendu, même la deuxième année après avoir consacré son champ, il a encore la possibilité, même la deuxième année, de racheter son champ qu'il a consacré. Donc comment tu peux comparer? En deux mots, la question de Marzoutra, Brederav, Maria, Ravina est la suivante. Comment tu veux me comparer, tu me dire, regarde, prends le point commun qu'il y a dans celui qui vend son champ ancestral et de celui qui vend sa maison dans une ville fortifiée, tu vas le déduire pour celui qui a consacré son champ. Mais ils sont incomparables, désolé. Les deux, ils ont une faiblesse. Celui qui vend son champ ancestral et celui qui vend sa maison dans une ville fortifiée, les deux ne peuvent pas le racheter la deuxième année. Tu peux me déduire pour le Magdish, pour celui qui a consacré son champ, a oui la possibilité de racheter son champ la deuxième année s'il n'a pas été vendu par le trésorier. Rachi. Beshanashni, la deuxième année. De Mochers de Achouza, car celui qui vend le champ ancestral, Enamocher Yachol Ligol, celui qui vend n'a pas la possibilité de racheter. Achitavo Shanashlishit, jusqu'à la troisième année. Celui qui a vendu son champ ancestral pourra le racheter sur la troisième année. Au Mocher Baïd Beichom, celui qui vend une maison dans une ville fortifiée. Et no Goel et la Barishona, il peut racheter uniquement la première année, mais pas la deuxième. Nimtsa, il se trouve conséquence de ça chez Enzevazé, que ni l'un ni l'autre, ni celui qui a vendu son champ ancestral, ni celui qui a vendu sa maison dans la ville fortifiée, Goalim Bashne, ils n'ont pas la possibilité de racheter la deuxième année. Bonne question. Amar Ravina. Ravina dit en effet. Il a dit à Marzoutra, il a dit comme ça, Mishum de Ikalamema. Ce qu'on peut dire, c'est parce qu'on va dire Eved Ivri Nimkar Leoved Kochavi Ochiach. On a besoin d'un autre point qu'on n'a pas discuté jusqu'à présent, du Eved Ivri. Le serviteur hébreu. Dans les serviteurs hébreux, il y a deux catégories de manière très générale. Donc, il y a celui qui est vendu de manière générale. Il y a plus de catégories. En tout cas, ce qui nous concerne pour maintenant et pour ce qui nous concerne donc pour la suite aujourd'hui, il y a le serviteur hébreu qui est vendu à un juif, il y a le serviteur hébreu qui est vendu à un non-juif. Alors, il dit, voyons le Eved Ivri Nimkar Leoved Kochavim. Donc, le serviteur hébreu qui a été vendu à un idolâtre, Yochiyach, il va prouver que la capacité de racheter durant la deuxième année n'est pas liée au pouvoir de racheter avec de l'argent emprunté ou à moitié. Ça n'a aucun rapport. C'est pas parce que tu peux libérer tu peux racheter la deuxième année, c'est pour cela que tu ne pourras pas emprunter ou que tu ne pourras pas racheter à moitié. Pourquoi? Le serviteur hébreu qui a été vendu à un idolâtre, il a un pouvoir accru, donc il lui permet de racheter au cours de la deuxième année. Il peut se racheter la première année, la deuxième année, la troisième. Tant qu'il est serviteur, il peut se racheter, mais la deuxième année aussi, il peut se racheter. Et pourtant, il n'a pas le droit d'emprunter de l'argent pour se racheter, et il n'a pas le droit de racheter à moitié. Rashi, Eved Ivri, comme on l'a dit avant, Venigal, on avait appris du verset, qui a écrit Venigal, il sera racheté, duquel on a appris que Venigal, Kulo, en entier, Velochetio, pas la moitié. Venlove Vegoel, demain il n'a pas le droit donc d'emprunter et de se racheter, bien qu'on n'avait pas pris ça noir sur blanc dans la Gemara avant. Mais Rachid dit le même verset qu'on a pris dans la Gemara avant, qu'il ne peut pas se racheter à moitié. De la même manière aussi, donc il ne peut pas emprunter et se racheter. Des Hoïsiga active, il y a écrit Hoïsiga, quand on dit Isiga, c'est-à-dire qu'il a eu les moyens. Donc il faut qu'il a les moyens, et uniquement, donc une fois qu'il aura les moyens, et bien à ce moment-là, il pourra se racheter. Donc, alors, en tous les cas, donc, conclusion, qu'est-ce qu'on voit ici? Que le Eved Ivri, le serviteur hébreu, qui a été vendu à un idolâtre, lui, il peut toujours se racheter, même la deuxième année, et pourtant, il ne peut pas racheter à moitié, il ne peut pas être Goel Lachatzai, donc se racheter, Goel à moitié, ni emprunter de l'argent pour se racheter. Donc, qu'est-ce que tu vois ici? Tu vois que dans ce qu'on a dit avant, le Ma'atzad qu'on a dit avant, il est maintenu. Revenons.
Le Ma'atzat, c'était pour comparer. On a pris un point commun qu'il y a entre celui qui a vendu son champ ancestral et celui qui a vendu sa maison dans la ville fortifiée. Les deux, ils peuvent racheter. Et bien qu'ils peuvent racheter, ils n'ont pas le droit d'emprunter de l'argent pour racheter, ils n'ont pas le droit de racheter à moitié. À la même manière, je vais déduire aussi pour le Magdish, celui qui a consacré son champ. Mais on demande un instant, celui qui a consacré son champ, lui, il peut toujours le racheter, même la deuxième année. Et tandis que les deux cas que tu m'as dit, celui qui vend son champ ancestral, celui qui a vendu sa maison dans une ville fortifiée, la deuxième année, les deux, ils ne peuvent pas racheter. On dit non, regarde, le serviteur hébreu, il peut racheter aussi, il peut se racheter aussi la deuxième année. Et pourtant, bien qu'il peut se racheter la deuxième année, il n'a pas le droit d'emprunter de l'argent pour se racheter. Il n'a pas le droit de se racheter à moitié. Preuve qu'on aurait pu, oui, déduire le Magdish, celui qui a sanctifié, celui qui a consacré son champ. On aurait pu le déduire et dire que lui aussi, il n'a pas le droit d'emprunter pour racheter le champ qu'il a consacré. Il n'a pas le droit de racheter le champ qu'il a consacré à moitié s'il n'y avait pas eu le verset de Gaol Igal. Et c'est la raison pour laquelle qu'on a besoin du verset de Gaol Igal. Que toutes sortes de Géoula, même une Géoula donc partielle, un rachat partiel, même s'il va emprunter de l'argent pour racheter. Passons à un autre point. Notre point dans l'idée encore, mais en tous les cas, on a fini de discuter de ce Kalva Chomer avec le Bameh Hatzad et comment on arrive, pourquoi on a absolument besoin du verset de Gaol Igal. Ceux qui se rappellent, dans la Gemara avant, on avait vu des simanim, des moyens mémnotechniques sur Dafraf Amoud Bet. Dans la première grande ligne, il y avait un siman Evet Bait Chatzaim Bait Evet Krovim. Donc Bait Evet Krovim. Alors maintenant, on va continuer. Donc dans Bait Krovim, qui sera Bait Krovim, le moyen mémnotechnique, c'est est-ce que le Beit Arechom à la maison d'une ville fortifiée peut être racheté par des membres de famille ou pas. Be'amine Ravuna Bachin la Rav Sheshet. Ravuna Bachin, il a demandé Rav Sheshet. Hamocher Bait de Bat Arechoma. Quelqu'un qui a vendu une maison dans une ville fortifiée. Nigali Krovim ou en Nigali Krovim. Est-ce qu'elle peut être rachetée par les proches parents du vendeur ou bien elle ne peut pas être rachetée par les proches parents du vendeur. Rashi Nigal Krovim, quand on dit ici que c'est racheté par les proches de famille, c'est al koch shel lokeach, même contre le gré de celui qui l'a acheté. Celui qui l'a acheté, il peut dire moi, j'étais sûr que cette personne-là n'allait jamais pouvoir la racheter. J'ai acheté et tout d'un coup, il y a un membre de famille qui vient le racheter. Non, même contre le gré du lokeach, un karov, un proche de famille peut venir et racheter. Est-ce que oui ou non? Comme on retrouve à propos du champ ancestral, là-bas, il y a écrit clairement Uba goalo akarov elav, va venir son libérateur, donc le racheteur qui est proche du vendeur du champ ancestral et qui va racheter ce champ ancestral. Mais la question elle est, est-ce que ce qu'il y a dans le champ ancestral que le proche de famille peut racheter, est-ce que ça peut s'appliquer aussi donc dans une maison qui a été vendue, une maison vendue dans une ville fortifiée, est-ce que les proches de famille peuvent le racheter ou pas? Quel est le raisonnement qu'il y a derrière de dire oui ou non? Que oui ou non, c'est-à-dire qu'il y a oui la possibilité que les proches de famille vont le racheter contre le gré de l'acheteur, ou bien qu'il n'y a pas la possibilité, donc les proches de famille vont le racheter contre le gré du vendeur, donc cette maison dans la ville fortifiée. Le raisonnement est le suivant. Est-ce que Geulato Misda Chuzagamar, est-ce qu'on établit une Zera Shava, un raisonnement par analogie pour déduire donc ce qui est dit dans le champ ancestral, la même manière que dans le champ ancestral, la même manière que dans le champ ancestral, on voit que le champ ancestral ne peut pas être racheté par moitié. S'il veut racheter son champ ancestral, il veut racheter à 100%. Mais il y a aussi un autre point dans le champ ancestral, que le Vinigal de Kovim peut être racheté par des proches membres de famille, des proches parents du vendeur. Afai, Nami, on va dire la même chose aussi pour celui qui a vendu sa maison dans une ville fortifiée. On a déjà appris, donc ça ne peut pas être racheté à moitié, mais de la même manière que ça ne peut pas être racheté à moitié comme le champ ancestral, on va dire, ça pourrait être aussi racheté par des proches de famille. Au début du cours, tout à l'heure, on a fait l'introduction, on a souligné ce qu'on avait appris dans la fin du cours précédent, dans le Rashi, le premier Rashi de la page, que les sages, ils font une déduction de Géoula, donc qui est dit à propos du champ ancestral pour les villes entourées de murailles. Et pour la maison qui était la maison vendue dans une ville fortifiée, on avait dit de la même manière qu'une maison dans une ville fortifiée, d'où on apprend qu'une maison dans une ville fortifiée ne peut pas être rachetée à moitié, on a pris ça donc du champ ancestral. Le champ ancestral ne peut pas être racheté à moitié. De la même manière aussi, une maison dans une ville fortifiée, d'où on a pris ça, donc on a pris du Zdarhoud, du champ ancestral. Alors la question de Ravuna Bachina, c'est d'un côté on peut dire que c'est la totale, on déduit tout du champ ancestral, de la même manière qu'on a pris du champ ancestral, qu'on ne peut pas racheter à moitié
la maison dans une ville fortifiée. De la même manière aussi, on va déduire du champ ancestral. Là-bas, un membre de famille peut racheter. Ici aussi, dans une ville fortifiée, cette maison-là peut être rachetée par un membre de famille. Ça, c'est une possibilité donc de dire que cette maison dans une ville fortifiée, Nigal Lekov, peut être rachetée par des proches de famille, au Dilma, ou peut-être on peut dire non. Lorsque le terme de rachat, il est dit, c'est Bachatsaim à moitié. C'est-à-dire que ceux qui se rappellent, on avait appris dans le cours précédent, peut-être avant, on avait dit, je crois que c'est le cours précédent qu'on avait vu ça. Donc il y a écrit Kede Geulato. Ou Matza Kede Geulato. On avait appris que Kede Geulato, c'est-à-dire qu'il a la totalité de quoi racheter le champ ancestral. Donc l'expression de Geoula, de rachat, elle est collée avec Kede Geulato dans le champ ancestral, qu'il a la totalité. Donc le point qu'on déduit du champ ancestral pour la maison qui a été vendue dans la ville fortifiée, c'est le point qui lie fortement Kede Geulato. Ce point-là, Kede Geulato, dans le champ ancestral, il peut être racheté uniquement s'il a la totalité de la somme. De la même manière aussi, uniquement s'il a la totalité de la somme dans la maison qu'il a vendue dans la ville fortifiée. Mais uniquement sur ce point-là, il y a un point commun dans l'expression de Geoula, de rachat qui est dit dans le champ ancestral, avec l'expression de Geoula qui est dit dans celui qui a vendu sa maison dans une ville fortifiée. Donc, uniquement, on fait une déduction, on fait une comparaison, Gzeira Shava, pour qu'il n'y a pas la possibilité de racheter à moitié la maison dans la ville fortifiée, de la même manière que dans le champ ancestral, on ne peut pas racheter à moitié, mais non pas sur le deuxième point des Krovim, car Mikrovim Loktiv. Il n'est pas écrit l'expression de rachat à propos des proches parents, donc on ne va pas faire la comparaison à 100%, faire la comparaison uniquement dans le contexte de Kede Geulato, qu'une maison dans une ville fortifiée ne pourra pas être rachetée à moitié, mais bien que le champ ancestral peut être racheté par des membres de famille, la maison dans une ville fortifiée ne pourra pas être rachetée par des membres de famille. Rashi, Afainami et Nigalachatsaim, les Rabbanan Kabaele. Donc Rashi nous dit que la question est d'après Rabbanan, de Amr et El, qui ils ont dit avant que En Nigalachatsaim, ils ont dit que la maison dans une ville fortifiée ne peut pas être rachetée à moitié. Venez, Manami de la Hachigama de Nigal Bikov, on va dire. La même manière que les sages, ils ont dit que la maison dans une ville fortifiée ne peut pas être rachetée à moitié parce qu'ils déduisent du champ ancestral. La même manière aussi, on va dire. Ça serait une raison pour dire que dans la maison, une maison dans une ville fortifiée peut être rachetée par des membres de famille, de la même manière que le champ ancestral peut être racheté par des membres de famille. Toujours dans Rashi, au Dilma Kiktiv, d'un autre côté, un raisonnement, donc la question de Ravuna Bachina de Rav Shachet pour dire non, qu'une maison dans une ville fortifiée ne peut pas être rachetée par des membres de famille, parce que peut-être on va dire Geulato, quand c'est écrit l'expression de Geoula, Bisde Achuzato, dans le champ ancestral, dans quel contexte c'est dit là-bas? C'est le Maître Hatzaï, nous dit-il. C'est dans un contexte pour nous exclure la possibilité de racheter le champ ancestral par moitié. Shenamar, car il est dit il va trouver, il va avoir la possibilité, il va avoir les moyens de tout racheter. Donc, Kede Kulo, j'en déduis là, donc c'est qu'il a la possibilité d'acheter tout le champ ancestral, bloqué de Chetio, et non pas à la moitié. Hilkar, c'est la raison pour laquelle, lorsque après on a une Zerachava, raisonnement par analogie, duquel on va déduire ce qui est dit dans le champ ancestral pour la maison dans une ville fortifiée, c'est pour dire sur un point, une chose, achada, sur une, milta chose, donc sur une seule chose, c'est écrit, donc c'est une seule déduction, la déduction de moitié, de la même manière que le champ ancestral ne peut pas être racheté à moitié, de la même manière, une maison dans une ville fortifiée ne peut pas être rachetée à moitié, donc on ne peut pas déduire le rachat par des proches de famille, de lave les gabegolato activé. Le rachat par les proches membres de famille, c'est pas dit à propos de Geulato, de son rachat. C'est pas dans l'expression, en tous les cas, de Geoula dans ce contexte-là. Donc ça, en deux mots, la question de Ravuna Bachina, Rav Shachet est la suivante. Quelqu'un qui a vendu une maison dans une ville fortifiée, est-ce qu'elle peut être rachetée par des proches membres de famille ou pas? Et on a vu le raisonnement. Réponse de Rav Shachet, Amarle et Nonigal. Rav Shachet, il a dit non. Les Krovim, les proches membres de famille, ne peuvent pas racheter sa maison dans une ville fortifiée. Vrai, dans le champ ancestral, ils peuvent, mais dans la ville fortifiée, ce n'est pas possible. Maintenant, ce que nous allons faire dans la suite, c'est demander des questions sur Rav Shachet et répondre, demander des questions sur Rav Shachet. Et Tivé, la Gemara demande une question sur l'enseignement de Rav Shachet qui a dit que les membres de famille ne peuvent pas racheter la maison que le vendeur a vendue dans une ville fortifiée. Voilà, où il y a un verset. Ce verset, il parle donc du Yovel, du jubilé. Et c'est un verset qui est superflu, parce que toutes les lois du Yovel sont déjà énoncées dans les versets d'avant, d'après. Et il y a écrit, ou peut-être que d'avant même, et en tous les cas, il y a écrit
C'est ça, le verset d'avant et d'après. Et le verset, il dit Bechol Geula Titnu. Le verset, il est en résumé ici. Dans la suite, des fois, je le dirai en résumé, je le dirai entièrement en fonction de ce qui va sortir. Le verset, dans son intégralité, il dit Bechol Eretz Achuzat Trem Geula Titnu La'aretz. Donc, dans toute votre terre de possession, donc tout dans Eretz Israël, Geula, Racha, vous accorderez. Donc, ici, le verset, il est ramené en résumé Bechol Geula Titnu. Dans tout, vous accorderez le Racha. Donc c'est un verset qui est superflu. Si le verset il est superflu, il doit rajouter quelque chose. D'abord Rashi, Bechol Geula Titnu. Donc dans tout vous accorderez le rachat. Rashi nous dit le verset dans son intégralité, Uvchol Eretz Achuzatrem, dans toute votre terre de possession, donc en Eretz Israël, Geula Titnu La'aretz, un rachat vous donnerez à la terre. Et Rashi nous dit que Krayeteraou, c'est un verset qui est superflu. Velo piresh la mayatam. La Torah n'a pas dit à quoi il sert ce verset-là. Alors la Braïta nous dit, c'est le Rabot Batim ve'Eved Ivri. À quoi il sert ce verset-là? Pour nous inclure dans la loi du rachat par les proches parents, les maisons et les serviteurs hébreux. Maintenant, quand on dit maison et serviteurs hébreux, c'est pas clair, justement, on va en discuter. Les maisons. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a deux sortes de maisons qui sont vendues. Il y a la maison qu'on a parlé jusqu'à présent, c'est une maison dans une ville fortifiée. Et il y a... Alors, quand on dit une maison dans une ville fortifiée, c'est une ville dans laquelle il y a une muraille depuis l'époque de Yoshua ben Nun, le successeur de Moshe Rabbeinu. Quand on dit... Et il y a aussi la possibilité d'une vente, d'une maison ordinaire. C'est moi qui appelle ça une maison ordinaire. On peut, si vous voulez, on peut dire une maison dans une ville qui n'a pas de muraille. Okay, j'appelle ça une maison ordinaire, dans une ville ordinaire. Dans l'expression du verset qu'on va voir dans la suite, c'est Batei Achatzerim. Batei Chatzerim. La Torah dit Batei Achatzerim. Donc, c'est maison dans une ville ordinaire. Mais ici, la Braïta nous dit, c'est pour nous inclure dans la loi du rachat par les proches, Batim, les maisons. Mais on n'a pas encore dit c'est quelle maison. On va voir dans un instant. La Braïta dit un deuxième point, elle dit Eved Ivri, serviteur hébreu. Mais la Braïta n'a pas dit quel serviteur hébreu. Parce que comme on a dit tout à l'heure, il y a deux sortes de serviteurs hébreux. Il y a le serviteur hébreu qui était vendu à un idolâtre, et il y a un serviteur hébreu qui a été vendu... Il y a un serviteur hébreu qui s'est vendu à un idolâtre, et un serviteur hébreu qui a été vendu à un juif. Alors, maintenant la question elle est... Nous, ici, ce qu'on s'arrête dans cette braïta, ce qui nous intéresse surtout, c'est sur les bâtiments. Parce que la question de... la réponse de Rachesh et Ravuna Bachin a été sur les maisons. Maison dans une ville fortifiée. Rachesh l'a dit, ça ne peut pas être racheté par les proches de famille. Ici, on a une braïta qui nous dit que le verset Bachol Geula Titnu, il est là pour nous rajouter, nous inclure dans la règle d'achat par les proches, aussi maison. Alors, la Gemara, maintenant, interprète cette braïta. Cette braïta qui a dit, ça vient inclure les bâtiments, les maisons qui peuvent être rachetés par les proches membres de famille. La Gemara dit, Maïlav, n'est-ce pas, Batar et Choma, n'est-ce pas, qu'il s'agit donc de maisons dans une ville fortifiée. La braïta te dit, donc la Gemara explique la braïta, la braïta qui dit bâtiment, maison, de quelle maison on parle? Maison dans une ville fortifiée. Et dans ce cas-là, la question évidente sur Rav Sheshet. Rav Sheshet, il a dit que les proches membres de famille ne peuvent pas racheter une maison dans une ville fortifiée. Voilà une braïta ici qui dit que le verset Kol Geula Titnu pour inclure les maisons. Nous on interprète que c'est les maisons dans une ville fortifiée. Rashi, les rabot batim ve'eved ivri. J'aurais dû faire ce Rashi un peu avant. Shiyuni galim les kovim pour nous dire donc qui rentre dans la règle, qui peut être racheté par les membres de famille. Et donc dans ce cas-là, c'est une question sur Rav Sheshet si on dit que ces maisons-là, c'est des maisons dans des villes fortifiées. La Gemara dit non. Lo batei chatzerim. C'est des maisons dans des villes qui sont ouvertes, dans des villes ordinaires. Et ces maisons-là, on dit que les proches de famille peuvent le racheter. La Gemara dit, si c'est pour nous dire ça, si le verset dit Kol Geula Titnu, c'est pour nous dire que les proches de famille peuvent racheter une maison dans une ville ordinaire, il n'y a pas besoin d'un verset, il n'y a pas besoin du verset Kol Geula Titnu pour ça. Parce que Batei Chatzerim, les maisons dans des villes ordinaires, Ben Yaktiv Beu. La Torah le dit clairement, la Torah elle dit Asde Haaretz Yechashev, que cette maison-là qui a été vendue dans une ville ouverte, elle sera considérée comme le champ de la terre. Donc c'est-à-dire que la Torah dit clairement, de la même manière que le champ de la terre, de la même manière que le champ ancestral peut être racheté par un proche membre de famille, de la même manière aussi, une maison dans une ville ouverte peut être rachetée par un proche membre de famille. Donc qu'est-ce que tu as besoin de me dire Kol Geula Titnu pour me dire, tu sais, dans la règle de rachat, les proches de famille peuvent racheter la maison dans une ville ouverte. Mais il n'y a pas besoin du verset Kol Geula Titnu, il est écrit clairement que ces maisons-là sont comparées comme le champ ancestral peut être racheté par des membres de famille.
Agma répondit non. On en a besoin. D'abord, Rashi, que c'est-à-dire que ces maisons dans une ville ouverte sont considérées comme des champs ancestrales. Alors, Agma dit non. On a quand même besoin du verset Bakol Geulatitnu. À quoi il sert? Il vient nous rajouter un point. Parce que dans le verset Al-Zdeh Haaretz Yechashev, qui nous dit que cette maison qui a été vendue dans une ville ouverte, elle est considérée comme un champ ancestral, j'aurais dit que le proche de famille, il a la permission, il a la possibilité, s'il veut, de racheter la maison de son proche de famille. Mais quand la Torah elle rajoute un deuxième verset en disant Bakol Geulatitnu, pour nous dire que ça vient inclure dans les règles de rachat par les proches de famille, Ahou les kovochova. C'est la deuxième fois qu'on dit Bakol Geulatitnu, c'est pour nous dire que ce rachat est obligatoire pour les proches parents. Ils sont obligés de racheter. Ve'aliba de Rabbi Eliezer, ça va d'après l'opinion de Rabbi Eliezer, car attention, nous allons voir tout de suite une braïta dans laquelle il y a deux opinions, celle de Rabbi Yeshua et celle de Rabbi Eliezer. Rabbi Yeshua qui va nous dire, il va nous ramener des versets qui vont nous disant qu'il n'y a pas d'obligation pour les proches de famille de racheter, mais Rabbi Eliezer va nous dire que c'est obligé. Et d'après l'opinion de Rabbi Eliezer qui dit que c'est obligé aux proches de famille de racheter, c'est la raison pour laquelle il y a deux versets. Premier verset qui nous dit qu'ils ont le droit de racheter, deuxième verset pour nous dire que c'est une obligation. Voyons ça sur le texte de la braïta. De Tanya, Rashi d'abord, le kovochova, pour rendre le rachat obligatoire pour qui? À la kovim, sur les membres de famille, d'après l'opinion de Rabbi Eliezer, comme nous allons voir dans la braïta tout de suite. Détail, on va dans une braïta. La Torah, elle dit, Vegal, et karachi. Le proche parent, il va racheter la vente de son frère. Mais ce verset-là, il nous dit seulement rejoute. C'est facultatif. Point de ce verset-là, donc, on a, si le proche de famille, il veut racheter donc le champ ancestral, le patrimoine ancestral, donc le champ ancestral que son proche de famille a racheté, il a le droit. Qui dit que c'est facultatif? Peut-être c'est une obligation. Alors, comment voir, c'est les paroles de Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua continue, dit, c'est facultatif. Pourquoi? Parce que Talmud Lom avait ish kiloye goel. Parce que le verset, il dit, et si un homme n'aura pas de racheteur, il n'aura pas de rédempteur. Mais, un instant, il faut comprendre que c'est-à-dire s'il n'a pas de rédempteur. C'est impossible qu'il n'a pas de rédempteur, c'est impossible qu'il n'a pas un proche membre de famille. Mais est-ce qu'il existe un homme en Israël qui n'a pas de rédempteur? C'est impossible. Rashi. Quand on dit Israël, c'est pas juste c'est pas seulement le peuple juif, bien que c'est aussi vrai pour le peuple juif. Mais Rashi nous dit de ceux qui ont pris part dans Eretz Israël, est-ce que c'est possible chez En le Goali misère à Yaakov, qui n'a pas de rédempteur de la descendance de Yaakov? C'est impossible. Tant qu'il y a encore un juif qui est en vie, et bien sûr, toujours il y aura un juif qui est en vie. Ou Karovlo. Et ce juif-là, il est proche, parce que tu remontes. Et si quelqu'un, tu demandes, c'est qui ton proche de famille? Il n'a pas de frère? Ok. Tu auras son père. Son père, il n'est pas en vie. Tu auras les frères de son père. Ses frères de son père ne sont pas là. Il y a des cousins. S'il n'y a pas de cousins, il n'y a pas de frère au père. Donc tu vas repartir à l'arrière-grand-père, etc. Tu remontes jusqu'à ce que tu te retrouves chez Yaakov Avinu. Yaakov, donc il y avait les 12 tribus, les 12 enfants qui sont rentrés en Eretz Israël, qui ont une part en Eretz Israël. Donc ça n'existe pas quelqu'un qui n'a pas un rédempteur, un proche de famille. Tout le monde a un rédempteur. Alors la question de Rabbi Yoshua, il dit, comment est-ce possible qu'on dit Ish Kiloye Goel, si quelqu'un n'a pas de rédempteur? Seulement quoi? Rabbi Yoshua dit, bien sûr qu'il a un rédempteur potentiel, il y en a plein. Et la Zesh et Yashlo, il a un rédempteur. Donc il y a un parent qui a les moyens. Pardon, chez Yashlo, on parle d'un juif, pas chez Yashlo, qu'il a un proche de famille. Pas chez Yashlo qu'il a les moyens, chez qu'il a un proche de famille, mais qu'il a les moyens aussi. Et il ne veut pas, prendre ça, il ne veut pas racheter. Tu as vendu ton champ, tu l'as vendu. Moi, je ne veux pas le racheter. Il a le droit de ne pas le racheter. Dit Rabbi Yoshua, c'est la parole de Rabbi Yoshua. Donc, la première opinion ici, celle de Rabbi Yoshua, qui nous dit que le verset qui dit Vigal, qui va racheter ce que son frère il a vendu, c'est pas une obligation, c'est facultatif. Rabbi Eliezer Omer, d'abord Rashi, yesh lo goalim, ça yesh lo goalim, donc il a des rédempteurs. Mais le rédempteur ne veut pas racheter le champ ancestral que son membre de famille a vendu. Veut l'y mettre à Katou, le verset ancien, que le prochain de famille a la possibilité de le racheter ou de ne pas le racheter, il fait ce qu'il veut. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer, comment il interprète le verset Vegal, que la Torah dit, il rachètera la vente de son frère. Chova, c'est une obligation qui a un comble proche parent.
Atom et chova oin le reshut. Qui te dit que c'est obligation? Peut-être c'est uniquement facultatif. Talmud Lomar. Là, Rabbi Shua et Rabbi Eliezer ramènent le verset que nous avons vu avant, qui dit Bakol Geula Titnu. Dans tout, vous accorderez le rachat. Pourquoi cette répétition-là? Pourquoi ce verset-là qui est superflu? Akatuv Gva Ochova. D'après Rabbi Eliezer, ce verset-là, il est dit pour nous dire que c'est une obligation pour les membres de famille de racheter. Rashi, Chova, c'est une obligation. Aïe, comment Rabbi Eliezer peut dire que c'est une obligation? Voilà que on vient de voir il y a quelques lignes de l'opinion de Rabbi Yeshua qu'il a un verset qui loyelo goel, c'est quelqu'un n'aura pas de rédempteur. Et il a expliqué qu'il n'a pas de rédempteur, ça veut dire qu'il n'a pas de membre de famille qui veut racheter. Rashi chova vehai qui loyelo goel, qu'est-ce qu'il va faire Rabbi Eliezer avec le verset quelqu'un qui n'a pas de rédempteur? Darish va interpréter Beshi Efshar. Il a un rédempteur, il n'a pas les moyens. Beyadara Yosh Gael. Celui qui il a un membre de famille, il a un rédempteur, mais le rédempteur il faut aussi qu'il ait les moyens. Et ce rédempteur, il n'a pas les moyens. Et Rachid rajoute, donc le rachat, la rédemption donc, du champ, le rachat du champ est uniquement par le plus proche membre de famille. Parce qu'en effet, si on va dire il y a toujours un proche de famille, alors tu vas aller jusqu'à très très loin. Non, Rachid nous dit que quand on te dit le proche membre de famille va racheter, c'est le plus proche de la famille qui va racheter. Mais après, on ne va pas aller jusqu'à une famille lointaine, dire « Ah, toi, c'est le proche de famille qui a les moyens de racheter. » Non, si celui qui est le plus proche, il n'a pas les moyens de racheter, eh bien, il ne rachètera pas. Bien qu'il a chova, il a une obligation. Mais il a une obligation s'il a les moyens. S'il n'a pas les moyens, il ne peut pas le faire. En tous les cas, en deux mots, ce que nous avons vu, on a vu une question sur Rav Sheshet. On va aller encore un peu plus haut. Ravuna Bachin, elle a demandé à Rav Sheshet, est-ce que celui qui a vendu sa maison dans une ville fortifiée, est-ce que les proches membres de famille peuvent le racheter? Rav Sheshet a répondu non. On a ramené une braïta dans laquelle il y a le verset Bakol Geula Titnu, dans lequel on voit que ce verset-là qui est superflu vient nous inclure les maisons. On a voulu dire que c'était des maisons dans des villes fortifiées qui peuvent être rachetées par des proches membres de famille. On a dit non, c'est dans des villes ordinaires. On a insisté dans des villes ordinaires. Il y a déjà écrit Al-Deharet Chachev, qui est considéré comme le champ ancestral. Le champ ancestral peut être racheté par des membres de famille, donc aussi cette maison dans une ville ordinaire. Nous avons répondu non, ça va d'après l'opinion de Rabbi Eliezer, qui est une deuxième fois le verset dit Bakol Geula Titnu pour nous dire que c'est une obligation pour les membres de famille de racheter. Amar le Rabbanan le Ravashi, Amr le Ravin le Ravashi. Il y a une question qui a été demandée à Ravashi, Bishlam le Mandam le Rabot Bater Choma. On comprend bien le verset Bakol Geula Titnu. Dans la règle de rachat, on va mettre les membres de famille, donc toutes sortes de règles de toutes sortes qu'on va racheter. Haïdictif Bekol, on comprend pourquoi il y a écrit Bekol, dans toutes. D'après celui qui dit qu'on vient inclure quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on ne savait pas jusqu'à présent. Donc les villes entourées de murailles. Ce qui c'est d'ailleurs une question sur Rav Sheshet, si on inclut dans Bekol, Goulatit, donc quand on traduit Batim dans la Braïta, c'est Bater Choma, des villes qui sont des maisons qui sont dans une ville fortifiée. Mais d'après en tout cas cette opinion-là, qu'on vient de repousser, on comprend pourquoi il y a écrit Bakol Goulatinu. C'est pour inclure donc, des choses qu'on ne savait pas encore. Donc aussi dans toutes, c'est-à-dire même pour les villes entourées de murailles, dans une maison dans une ville entourée de murailles. Et elle a demandé Amar le Rabot Bater Chatzir. Mais d'après Rav Sheshet, que nous on a interprété d'après Rav Sheshet que cette braïta quand on dit Batim, le verset Bakol Goulatinu vient inclure Batim. Quel Batim? Quelle maison? Donc des maisons dans une ville ouverte. My Bekol, pourquoi l'expression dans toutes? Qu'est-ce qu'on vient rajouter? Qu'est-ce qu'on vient inclure? La Gemara répond Kasha. En effet, c'est une difficulté sur Rav Sheshet. Parce qu'il y a un Rashi, My Bekol. Pourquoi il y a besoin de Bekol? Qu'est-ce qu'on aurait pu écrire? Rashi nous explique. Nirtov Geula Titnu Laaretz. Il fallait écrire tout simplement un rachat. Vous donnerez à la terre. Pour écrire Bakol Geula Titnu. Qu'est-ce qu'on vient rajouter de plus? C'est une question donc sur Rav Sheshet. Cette question, elle est maintenue. Mais juste à savoir, quand on dit qu'il y a une Kasha, l'expression de Kasha dans la Gemara, Kasha, c'est une question, mais c'est une question, on peut trouver des réponses. Quand on dit Tiyuvta, c'est une question qui est très forte. Pourquoi j'insiste sur ça, sur l'expression de Kasha ou Tiyuvta? Parce que dans la suite, tout de suite, Etivi Abaye, la question de Abaye, ce sera une question sur Rav Sheshet. Alors, pour pas que quelqu'un me demande, mais on vient de dire que Rav Sheshet il est refuté, parce que comme la première braïta déjà repousse Rav Sheshet, parce qu'il écrit Bakol Geula Titnu. Et d'après Rav Sheshet, si Bakol
n'est pas nécessaire. On aurait pu dire juste Goulatit, nous on aurait su même d'après l'opinion de Rabbi Eliezer, on donne une obligation sur Batechat Seirim, dit Goulatit nous sans le mot Bakol. Pourquoi tu as besoin du mot Bakol? Alors vous allez me dire, c'est bon, il y a déjà écrit maintenant, on a déjà repoussé Rav Sheshet, on a dit que d'après Rav Sheshet, le mot Bakol il est en plus. Alors c'est pour ça que je souligne que c'est une kasha, c'est une question sur Rav Sheshet, mais c'est pas une tchouvta, c'est pas une question sur laquelle il n'y a pas de réponse. Il y a des réponses. Juste kasha, c'est la raison pour laquelle on continue encore à discuter sur l'opinion de Rav Sheshet. Et d'ailleurs, le Rambam, dans le Rambam, il tranche la halakha comme Rav Sheshet. Parce que bien qu'on ait des questions, une kasha, mais c'est pas entièrement repoussé, c'est la question de l'opinion de Rav Sheshet. Et tu l'Akbar donc une question. Et tu as Baï une question. Sur ce que Rav Sheshet, il a dit que la maison dans une ville fortifiée ne peut pas être rachetée par les proches de famille. Voici une braïta qui parle d'un serviteur hébreu qui s'est vendu à un idolâtre. Et le verset dit là-bas que s'il s'est vendu à un idolâtre, après qu'il a été vendu, je dis le verset en hébreu directement, après nimkar geulatielo, echad me'echav igalenu, o dodo, o ben dodo igalenu, o misher besaro, mimishparto igalenu. Vous voyez ici dans ces versets-là, qui parlent donc de ce serviteur hébreu qui s'est vendu à un idolâtre, il y a 3 fois l'expression de yigalenu. Echad me'echav igalenu, o dodo ben dodo igalenu, o echad mimishparto igalenu. Alors la Braïta nous dit comme ça, pourquoi le verset dit Igalenu, 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 Shalosh Peamim, il dit 3 fois l'expression, il le rachètera, il le rachètera, il le rachètera. Rashi, Matalmud Lomar, Be'eved Ivri, Anim Kalav Kochav, Rashi nous dit qu'il s'agit dans le contexte, c'est un serviteur hébreu qui était vendu à un idolâtre. Il écrit 3 fois l'expression Igalenu. Pourquoi? Les rabot, Kola Geulot. C'est pour nous inclure toutes les Geulot, toutes les délivrances, tous les rachats, plutôt, qu'ils sont rachetés dans cette procédure-là. Donc ça, c'est la procédure. Quand on vient racheter quelque chose, ça doit être racheté dans cette procédure-là. Qu'est-ce que ça veut dire à cette procédure-là? Apparemment, la procédure, c'est que ça va être racheté donc, par les membres de famille. Maintenant, la Braïta ne sait pas exprimer exactement quoi. Elle dit, c'est dans cette procédure qu'on fait le rachat. Mais de quoi? Donc nous, on a dit déjà, c'est par les proches parents. Mais il faut dire, même par les proches parents, il faut dire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il va acheter par les proches parents? Il m'a dit, Maïlav, n'est-ce pas? Batarechoma, Vevedivri, n'est-ce pas qu'il s'agit des maisons qui sont dans des villes fortifiées, les serviteurs hébreux. Donc, quand tu dis Batarechoma, donc tu vois dans cette braïta-là, qu'on voit que Batarechoma, on déduit de cette braïta-là. Il n'y a pas écrit clairement dans la braïta, mais comme nous, on interprète la braïta, c'est une question sur Rav Sheshet. Rav Sheshet, il a dit qu'une maison dans une ville fortifiée ne peut pas être achetée par des proches de famille. La braïta nous dit que pour écrire 3 fois égal, nous, c'est pour inclure d'autres choses. Entre autres, comme nous le comprenons, Batar et Choma, des maisons dans une ville fortifiée. La Gemara répond, Rav Sheshet répond, non, cette braïta-là, Batechat Seirim Dachouza, qu'est-ce qu'elle vient inclure? Vrai, elle vient inclure 2 autres choses. Nous, on sait qu'il y a 2 autres choses à rajouter, parce que il y a le premier Igalenu, il est là donc pour le Eved Ivri même, pour le serviteur qui s'est vendu à un idolâtre, qui va pouvoir acheter. Après, on a encore 2 autres fois Igalenu, c'est pour rajouter 2 autres choses. Alors, la première proposition à nous, c'était de dire que c'est pour inclure donc une maison dans une ville fortifiée et un serviteur hébreu. Et la Gemara a dit non, pas du tout. Ça vient inclure une maison dans une ville ouverte et dans le champ ancestral. Un instant, s'il vous plaît. Ok. Un instant, c'est le premier qui s'est réveillé, il y en a une deuxième. Ça me touche.
Alors la Gemara répond pour Rav Sheshet, ou Rav Sheshet répond, non, qu'est-ce qu'on vient rajouter en disant Igalen ou Igalen encore deux autres fois? C'est pour nous dire, Batechatseim, dans les maisons qui sont dans des villes ouvertes, et les champs ancestrales. La Gemara demande une question évidente, elle dit, mais un instant, en ce qui concerne les maisons dans une ville ouverte et les champs ancestrales, il y a écrit clairement, la Torah dit, la Torah dit, donc ça sera considéré comme le champ de la terre, ça sera considéré comme le champ ancestral, de la même manière que le champ ancestral, lui, il peut être racheté par des membres de famille, de la même manière aussi, les maisons dans une ville ouverte peuvent être rachetées par des membres de famille. Donc il n'y a pas besoin de dire Igalen ou dans le serviteur hébreu qui est vendu à un idolâtre pour me rajouter les maisons dans une ville ouverte, qui ont été vendues dans une ville ouverte qui peut être rachetée par des membres de famille, et le champ ancestral qui peut être racheté par des membres de famille. La Gemara a dit non, quand même, il y a besoin de me dire le verset Igalen ou les versets en plus, Igalen ou ces mots-là en plus, pour me déduire les maisons qui ont été vendues dans des villes ouvertes et dans des champs ancestrales. Pourquoi? Comme Rav Baritzrak a dit dans un autre contexte, les Karov Kodem, pour nous dire, là-bas il a dit que c'est le plus proche qui vient en premier. Hachanami ici aussi, les Karov Kodem. Pourquoi on a besoin de dire Igalen ou pour nous dire que c'est le plus proche qui va racheter? Rashi, les Karov Kodem, des Gabes d'Achuz active. À propos du champ ancestral, tout ce qui est écrit, c'est seulement Ubago alo akarovela, que son rédempteur qui est proche de lui, donc son prochement de famille, il va le racheter, mais veut l'opirish à Karov Kodem. Dans le verset du champ ancestral, il n'y a pas écrit que celui qui est plus proche, dans la famille, dans le niveau de famille, encore plus proche, que lui, il passe avant, qui hacha, donc ça n'a pas été expliqué comme ici, dans le serviteur hébreu qui a été vendu à un idolâtre, des parish. Là, il a expliqué, Dodo Bereisha. Il dit, d'abord, son oncle passe avant. Veimen lo dod. Après, le verset continue à dire, s'il n'a pas d'oncle, alors Ben Dodo, c'est son cousin, le fils de son oncle. Veim lav. Et sinon, s'il n'y a pas ni d'oncle, ni de cousin, Michel Bessaro, un membre de famille donc, qui est le plus proche, mais Karov Kodem. Donc, c'est la raison pour laquelle on a besoin de déduire du serviteur hébreu qui a été vendu à un idolâtre, dans lequel il y a écrit 3 fois Igalenu. Donc un Igalenu, c'est pour le serviteur hébreu lui-même qui a été vendu à un idolâtre. Donc on va voir donc, en fonction du membre de famille qui est le plus proche. Puis après, on a besoin de 2 autres Igalenu pour nous dire celui qui a vendu sa maison dans une ville ouverte et le serviteur et celui qui a vendu son champ ancestral. Ah, et on sait déjà clairement du verset que les proches membres de famille peuvent racheter le champ ancestral et ils peuvent racheter la maison dans une ville ouverte. Mais il y a quand même besoin du verset de Igalen ou qui est dit à propos du serviteur hébreu qui est vendu à un idolâtre. Parce que dans le serviteur hébreu qui est vendu à un idolâtre, là-bas la Torah précise, elle dit que les proches membres de famille, c'est eux qui passent avant, donc l'obligation s'applique sur eux, sur le cousin, d'abord sur l'oncle, après sur le cousin, après sur un autre membre de famille. Et ça n'a pas été dit dans le champ ancestral. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin de Igalen ou Igalen. Maintenant, la manière que la Gemara a répondu, elle a dit, comme Rav Nachman bar Yitzchak l'a dit ailleurs, le Karov Kodem, que celui qui est le plus proche passe avant. Mais maintenant, la Gemara a dit, Heicha itmar de Rav Nachman bar Yitzchak. Où est-ce que ça a été enseigné? Dans quel contexte ça a été enseigné l'enseignement de Rav Nachman bar Yitzchak? Alors là, ce que nous allons étudier maintenant, et jusqu'à la fin de notre cours aujourd'hui, on va faire encore quelques lignes sur la page suivante. Tout ça, ça sera pour nous ramener le contexte dans lequel Rav Nachman bar Yitzchak a dit son enseignement, la Karov Kodem, pour nous dire celui qui est le plus proche de la famille. Dans quel contexte? Donc voyons. L'enseignement de Rav Nachman bar Yitzchak est arrivé donc à la fin d'une discussion sur une question qui a été posée. La question était la suivante. Eved Ivria Nimkar le Israël, le serviteur hébreu qui a été vendu à un juif. Nigali Krovim ou Eino Nigali Krovim? Est-ce qu'il peut être racheté par des proches ou il ne peut pas être racheté par les proches? Donc pour ceux qui se rappellent donc, du signe mémotechnique que nous avons vu dans la page précédente, il y avait écrit donc Bait et Eved Krovim, et la maison dans une ville, dans une fortifiée, est-ce que ça va être racheté par les Krovim, par les proches membres de famille? Et de même, donc maintenant, nous voyons, nous sommes en train de passer donc au Eved, au serviteur hébreu. Mais attention, on parle ici d'un serviteur hébreu qui a été vendu à un juif, à ne pas confondre avec un serviteur hébreu qui a été vendu à un non-juif.
Le serviteur hébreu qui a été vendu à un non-juif, c'est sûr que les proches membres de famille vont le racheter, doivent le racheter. Mais ici, on parle d'un serviteur hébreu qui a été vendu à un juif. Et la question, elle est-ce qu'il peut être racheté par des proches ou pas? Alors, l'Agma souligne que la question, elle s'applique uniquement sur les Rabbanan et non pas sur Rabbi. Pourquoi? Aliba de Rabbi, d'après l'opinion de Rabbi, Lotiba elach. Je ne demande même pas la question, est-ce que le juif qui a été vendu à un juif peut être racheté par des proches de famille? Parce que Rabbi s'est déjà exprimé avant, je ne me rappelle pas si c'est Daftet Vav ou Daftet Zaï, dans tous les cas on avait vu là-bas, Rabbi faisait un Kalvachomer, un raisonnement par a fortiori, et dans son raisonnement par a fortiori, il disait les mots suivants, il dit que celui qui n'est pas libéré Be'el par les membres de famille, il est libéré à la 6e année. Et à qui Rabbi faisait allusion? Rabbi faisait allusion à un juif qui s'est vendu à un autre juif, donc qui n'est pas libéré par les membres de famille, et que lui, il est libéré lors de la 6e année. Donc c'est un serviteur hébreu qui a été vendu à un juif qui était libéré à la 6e année. Donc d'après Rabbi, c'est clair que Alma, on voit de ses paroles que l'omifrak, c'est sûr qu'il ne peut pas être racheté par des proches membres de famille, parce qu'il n'est pas nigal be'ele, il n'est pas nigal par cela, par ses membres de famille, et lui, il sera libéré sur la 6e année. Donc, Rabbi, on ne demande pas la question, est-ce qu'un serviteur hébreu qui a été vendu à un juif peut être racheté par des proches membres de famille? Kiti ba'elach, la question se pose, aliba de Rabbanan, d'après les sages, d'après ceux qui ne sont pas d'accord avec Rabbi. Maï, quelle est la loi? Est-ce qu'un serviteur juif qui a été vendu à un juif pourrait être racheté par des proches membres de famille ou pas? Quel serait le raisonnement pour dire oui ou pour dire non? Alors d'abord, il y a un Rashi, Mishéeno nigal be'el nigal be'shesh, Alma, donc on voit, c'est les paroles de Rabbi, donc on voit que Sfira qui pense que NDN nigal bekov, il ne peut pas être racheté par des proches de famille. Now, voyons le raisonnement de dire oui ou non pour les Rabbanan. Est-ce que le serviteur hébreu pourrait être racheté par des membres de famille ou pas? Alors, est-ce qu'on dit Yalfinan Sahir, qu'on fait une Xerashava donc de Sahir, qui est dit à propos des serviteurs? On a déjà appris dans le passé, la Gemara, que l'expression de Sahir, qui veut dire un employé, est dit aussi bien donc, dans ce serviteur hébreu qui s'est vendu à un juif, ou bien aussi bien un serviteur hébreu qui s'est vendu à un idolâtre. Alors, la question pour Rabbanan maintenant, est-ce qu'on va dire qu'un serviteur hébreu qui a été vendu à un juif pourrait être racheté par des proches membres de famille ou pas? Le côté de dire oui, c'est est-ce qu'on va dire? On va faire le raisonnement par analogie, Gzeira Shava. On va dire de la même manière que le serviteur hébreu qui s'est vendu à un idolâtre peut être racheté par des membres de famille. Et à propos de ce serviteur-là, qu'est-ce qu'il dit? Sahir. Donc, on va déduire aussi, pour un serviteur hébreu qui est vendu à un juif, que là-bas aussi, il y a l'expression de Sahir, que là aussi, Nigal Bekov, il peut être racheté par des membres de famille. Et donc, ils font la Xerashava de Sahir Sahir. Velodashi, Igalenu. Ils ne vont pas faire la dracha de dire Igalenu. Ils vont le racheter à lui uniquement, à lui, à celui qui a été vendu à un idolâtre, ils vont le racheter pas à quelqu'un d'autre. Rashi Igalenu, Ktiv Benim Karlov Akochavim. L'expression de Igalenu est dit à propos de quelqu'un qui s'est vendu, un juif qui s'est vendu à un idolâtre. Gabekrovim, à propos donc des proches de famille qui vont le racheter, Igalenu, ou Mashva Miuta, mais là-bas, c'est sous-entendu qu'un Miu, donc c'est une exception, c'est pas uniquement lui, Igalenu, à celui-là qui s'est vendu à un idolâtre, lui, il faut le racheter, et pas celui qui a été vendu à un juif. Donc là, je reprends la Gemara oralement. Est-ce que les sages ont fait la Xerashava de Sahir en disant que ce qui s'applique pour un juif qui s'est vendu à un idolâtre s'applique aussi pour un juif qui s'est vendu à un autre juif, et on ne fera pas de précision du mot Igalen qui est dit à propos d'un serviteur qui s'est vendu chez un idolâtre? Odilma, ou bien disons que non, les sages ils vont dire Igalenu, le fait que la Torah a dit à lui, ils vont dire la Zerlach, uniquement à lui, celui qui s'est vendu à un idolâtre et pas à un autre. En deux mots, la question elle est, d'après l'opinion, donc tous ceux qui ne sont pas avec Rabbi, donc d'après l'opinion des sages, est-ce qu'un juif qui s'est vendu à un juif, est-ce que les membres de famille peuvent le racheter ou non? Tashma, viens, écoute. Bakol, Geoulatit, le verset il dit, on l'a déjà vu, on ramène la braïta qu'on a vue tout à l'heure, mais là on va s'appuyer sur un autre point de la braïta. Le verset il dit, donc, dans tout, vous accorderez le rachat. Qu'est-ce que ça vient inclure? La Braïta dit, les rabot batim ve'aved ivri, ça vient inclure dans la loi du rachat les maisons et les serviteurs hébreux. Alors, encore une fois, comme tout à l'heure, ici il y a juste écrit batim ve'aved ivri, les maisons, les serviteurs hébreux. Comme on a dit tout à l'heure aussi, quand on dit batim,
ça peut très bien vouloir dire aussi bien des maisons dans des villes fortifiées ou bien des maisons dans des villes ordinaires. Quand tu dis le Eved Ivri, ça peut être aussi bien donc un serviteur hébreu qui s'est vendu à un idolâtre, un serviteur hébreu qui s'est vendu à un non-juif. Alors, tout à l'heure, quand on a ramené la Braïta, c'était pour discuter le premier point de la Braïta, le Batim. Quelle maison s'agit-il? Des maisons entourées de murailles, des maisons dans une ville entourée de murailles, ou bien dans une ville ordinaire. Là, ici, quand on ramène cette Braïta, c'est pour s'arrêter sur le deuxième point, sur le Eved Ivri. La Gemara dit, Maïlav, n'est-ce pas, Batar Choma, n'est-ce pas, c'est les maisons des villes fortifiées, qu'on dit Batim. Et le deuxième point de Eved Ivri, c'est Eved Ivri, quelle sorte? Donc c'est l'Eved Ivri à Nimkar Israël, qui a été vendu à un juif. Et dans ce cas-là, donc, qu'est-ce que tu vois? Tu vois que c'est un Eved Ivri qui a été vendu à un juif. Et lui, il peut être racheté donc, par les membres de famille. Et donc j'ai la réponse à ma question. Est-ce que les membres de famille peuvent racheter un juif qui s'est vendu à un juif? La réponse serait oui, d'après cette braïta, vu que le verset Kol Goulatit vient inclure, d'après la braïta, le Eved Ivri. Et nous, on interprète que c'est quel Eved Ivri? C'est l'Eved Ivri qui a été vendu à un juif. La Gemara dit non. Lo Eved Ivri anim kalavot kochavim. Il s'agit d'un serviteur qui a été vendu à un idolâtre. Alors la Gemara a une question évidente dans ces cas-là. Si tu veux dire que le verset Kol Goulatit, dont la braïta nous dit, c'est pour nous dire que un serviteur, un juif qui s'est vendu à un idolâtre, qui peut être racheté par les membres de famille, mais le serviteur juif qui s'est vendu à un idolâtre, il écrit clairement Dodo ben Dodo Igalen, ou son oncle ou bien son cousin va le racheter. Alors Agma répondant, on peut très bien dire que le verset Bakol Golatit nous vient nous parler d'un serviteur hébreu qui a été vendu à un idolâtre. Ah, et pourquoi on a besoin de ce verset-là alors qu'il y a déjà écrit clairement Dodo ben Dodo Igaleinu? On tourne la page d'après la Famoud Bet. Hahu, ce verset-là, comme Rashi nous dit, le verset Hahu Bekol Geula Titnu. Ce verset-là, donc il dit dans tout, vous allez mettre un rachat. Donc Tala Bekra le Kovochova, ce verset-là, donc il a répété, donc il a fait suspendre pour le fixer en Chov en tant qu'obligation. Et la Gemara rajoute, va filou le Rabbi Yeshua. C'est une obligation donc de racheter ce serviteur hébreu qui a été vendu à un idolâtre. Même d'après l'opinion de Rabbi Yeshua, Rashi nous dit, va filou le Rabbi Yeshua d'Amagabzde Achouza. Même d'après Rabbi Yeshua qui dit que dans un champ ancestral, reshoot, c'est facultatif aux membres de famille de racheter. On a appris tout à l'heure, d'après Rabbi Yeshua, c'est pas obligé pour le membre de famille de racheter le champ ancestral. Mais, haha, ici, lorsqu'il s'agit d'un serviteur hébreu qui a été vendu à un idolâtre, modé de Chova, Rabbi Yeshua est d'accord que c'est une obligation. Pourquoi? De l'oitamov de Kochavim, pour pas qu'il va s'assimiler aux non-juifs. En tous les cas, donc, on a toujours la question, est-ce qu'un serviteur hébreu qui a été vendu à un autre juif, est-ce que les membres de famille ont le droit de le racheter ou pas? Parce que la braïta qu'on a ramenée n'est pas une preuve. Alors, on essaie toujours de ramener une preuve. On dit, Tashma, viens, écoute. Ma Talmud Lomar. On ramène encore une fois la braïta qu'on a vue avant. Donc, on ramène une deuxième braïta qu'on a vue aujourd'hui pour la deuxième fois. On a déjà ramené une braïta qu'on a vue avant pour une deuxième fois. On ramène maintenant une deuxième braïta qu'on a vue une deuxième fois. Ma Talmud Lomar. La braïta dit, quel est le sens du verset? Pourquoi le verset? Donc, encore une fois, on rappelle que c'est un verset qui parle d'un juif qui s'est vendu à un idolâtre. Pourquoi dans ce contexte la Torah dit Igalenu, dit même pas une fois l'expression de Geoula de Racha, les rabot, kola Geoulot, la raison elle est, c'est pour nous inclure dans cette règle tous les rachats, chez Nigalot Kassaderazé, qui doivent être rachetés d'après cette procédure-là. Donc, a priori, donc ça veut dire que les proches parents peuvent le racheter, Maïlav, n'est-ce pas? Quand on dit kola Geoulot Kassaderazé, tous les rachats dans cette procédure-là. N'est-ce pas, Batar et Choma? Il s'agit donc des villes qui sont entourées, une maison dans une ville entourée de murailles. Eved Ivri anim kal Israël, un serviteur hébreu qui est vendu à un juif, que lui aussi, qui dit Galot Kassad et Razé, il va faire cette procédure-là, que ça vient par les proches membres de famille. La Gemara dit non, le Bater Chatzerimus d'Achouza. Ce verset-là, c'est deux Igalenu qui sont en plus, c'est pour nous inclure, donc la maison de ville ouverte et le champ ancestrales qui sont rachetés par les membres de famille. La Gemara demande, mais les maisons de ville ouverte, c'est dit explicitement, qui sont considérés comme le champ ancestral, de la même manière que le champ ancestral est racheté par des membres de famille, de la même manière aussi, les champs, de la même manière aussi, donc cette maison dans une ville qui est ouverte, donc il n'y a pas besoin d'inverser.
Et à ce sujet-là, Rav Nachman, il a répondu, non, on a besoin du verset Igalenu. Pourquoi? Parce que Rav Nachman bar Yitzhak, les Karov Kodem, c'est pour dire que celui de la famille qui est le plus proche, il passe avant. Alors, toute cette gemara qu'on a ramenée, c'était pour arriver à cette conclusion-là. Donc, à propos donc, de Geoula, de cette trois fois qui a écrit Galenu, c'est pour nous dire, donc les Karov Kodem, celui qui est le plus proche de famille, il passe avant. Et donc, on a dit qu'on a ramené avant dans la gemara d'Aprafal, Famudalef, on a ramené ça, cette réponse de Rav Nachman bar Yitzhak. C'était dans quel contexte? Justement, dans ce contexte, il explique pour ces trois Igalenu, pourquoi ils sont nécessaires. C'est pour nous dire donc qu'ils sont pas en plus, mais ils sont nécessaires pour nous dire que les proches de famille passent avant, donc Dodo d'abord, après Ben Dodo, après Osham Echad, donc son oncle, son cousin, ou bien s'il n'y a pas un proche de famille. Une halakha, c'est ramené dans le Rambam, que si la personne, elle veut racheter un peu de son champ ancestral, ou donc seulement la moitié, on ne l'écoute pas, ou bien il rachète tout, ou bien il ne rachète pas. Vu qu'on a vu aujourd'hui plusieurs fois le mot Geoula, donc là, l'expression de délivrance, alors parlons de délivrance, non pas spécialement de délivrance de rachat, de quelque chose de matériel, mais un rachat général, la Geoula, de Bnei Israël, la Geoula amitid ve'ashleima, elle appelée Geoula amitid ve'ashleima, pourquoi? Qui est vraie et entière. Ça peut être lié aussi dans le sens qu'on a dit qu'il faut être entièrement racheté, il ne faut pas juste racheter partiellement, racheter entièrement. Pourquoi ça s'appelait Amitid V'Ashleima, qu'elle est vraie, elle est entière. Elle est vraie parce qu'il y a une Géoula qu'il n'y aura plus d'exil après. Dans tous les Géoulots avant les sorties d'Égypte, après par exemple, après il y a eu encore d'autres exils. Mais ici, c'est une Géoula Amitid, ce sera Emet, quelque chose qui est Emet, donc c'est quelque chose qui est durable, c'est quelque chose qui reste, pas quelque chose qui part avec le temps. Et deuxième chose, cette Géoula, elle va être à Shleima, elle va être en entière. Ça veut dire qu'elle va être en entière. En Égypte, il y a des Juifs qui sont restés en Égypte. Ils sont pas sortis d'Égypte. Parce qu'ils ne voulaient pas sortir d'Égypte. Mais quand Mashiach va venir, cette Géoula-là, cette Géoula Midla Shleima, elle va être entière, parce qu'il n'y aura pas un Juif qui va rester en exil. Dans le passé, c'était avant Matan Torah, il n'y avait pas ce lien, cet attachement entre Juifs et Kadosh Baruch Hu. Il pouvait y avoir un arrêt quand un Juif ne veut pas sortir d'Égypte, il va rester en Égypte. Mais cette Géoula qui vient après Matan Torah, lorsque Dieu il a dit Anochi Hashem Elokecha, je suis éternel ton Dieu, c'est qu'Hachem il s'est rattaché avec chaque juif individuellement. La Géoula va être pour chaque juif individuellement. Que Dieu fasse qu'on mérite très prochainement la Géoula, Mitid V'Ashtreima avec Mashiach, Tzidkeinu, Tekef Umiyad Mamash, une excellente journée.